Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale, une émission durant laquelle nous allons tenter de décortiquer la dernière interview accordée par le président de la République au journal français L'Opinion, avec ce style direct. Toutes les vérités ont été dites, les contre-vérités ont été battues en brèche. Appui à l'appui des chiffres, mais également des références politiques et historique. Justement, pour en parler avec nous cet après-midi dans les studios, Gamel Abina, politologue spécialiste des questions internationales. Monsieur Gamel Abina, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous dans les studios, Samir Ajoun, expert en communication, professeur à l'École supérieure de journalisme. Bonjour. Bonjour. Et depuis Paris au téléphone, avec nous, Lara Chegrouche, expert en énergie. Et pour m'accompagner, bien entendu, avec nous, notre collègue Ali Kefsi de la rédaction de la chaîne 3. Bonjour Ali. Bonjour Walid. Alors, nous le disions, c'est un style direct qui a été utilisé par le président de la République lors de la dernière interview, la plus récente, donc accordée au journal français L'Opinion, avec des réponses claires, nettes, précises, sans aucune ambiguïté. Qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur Samir Ajoun, vous qui êtes expert en communication, professeur à l'École supérieure de journalisme, sur ce style et le président de la République qui prône la transparence, non déplaise aux détracteurs de l'Algérie. Oui, exactement. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. C'est un plaisir de venir chaque fois à la chaîne 3. Après, pour revenir à cette interview qui a été accordée pour le journal papier L'Opinion, donc moi je peux le qualifier comme un très beau, un joli coup médiatique. C'est une interview qui a été à la fois qualitative en termes de fond, mais aussi en termes de la forme. C'est une interview qui a pratiquement tracé un certain nombre de questions, notamment en termes de la politique internationale du pays, de l'Algérie. Le président Tebboune est revenu sur énormément de choses, comme je le disais, en politique, également en relations internationales, sur des questions aussi économiques. Et puis aussi sur, on va dire sur l'environnement régional et aussi l'environnement international d'une manière globale. Après pour la forme, le choix de la date, le choix du support, et puis même la terminologie qui a été utilisée, elle était très très bien étudiée et on va dire bien choisie et étudiée. Et je qualifie cette interview comme une interview qui a été très adaptable. En termes de communication, on cherche toujours à placer les éléments, le contenu, à la fois au bon moment, avec une terminologie adaptable et aussi destinée à un public quelconque. Donc, je pense que les trois critères, on les retrouve largement dans cette interview. Très bien, donc justement, nous allons intervenir et expliciter même, puisque vous avez utilisé un beau coup médiatique en termes même d'expression. Il y a eu d'expression, même on a été dans la création linguistique telle que le terme analphabétise, oui. donc entre analphabète et bêtises, il y a eu aussi cette posture d'égal à égal avec des contre-vérités, donc nous le disions, qui ont été battues en brèche. D'ailleurs, le propos est clair, il remet tout le monde à sa place, il restitue la vérité telle qu'elle est. Je reprends à titre d'exemple l'expression délétère où la balle est désormais dans le camp, plutôt dans le champ de l'Élysée. Monsieur Abina. Oui, il y a déjà le timing effectivement qui est important de rappeler, mais il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est le mot qui était essentiel à mon sens, c'est qu'il a dit qu'on ne doit pas couper le fil d'Ariane, que j'appellerais le fil de Marianne,
puisque la République est représentée par Marianne. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs éléments effectivement clés qui ont été donnés. Alors c'est un homme qui est formé intellectuellement, on l'a compris, il a fait l'ENA. C'est quelqu'un qui a un sens politique que malheureusement beaucoup de politiques français ont perdu, à savoir la diplomatie, les rapports d'État à État, les rapports de force, les rapports géopolitiques. Toutes ces questions sont amenées avec beaucoup de finesse. En même temps, il rappelle que depuis très longtemps, 63 ans maintenant, depuis la fin de la guerre, une extrême droite revancharde, rageuse, qui est montée en puissance, très inquiétante, puisqu'elle a fait 44% aux élections présidentielles, il ne faut pas le perdre de vue, qui ne cesse de monter en puissance à la faveur d'une économie qui se dégrade, avec un délitement du social en France, avec une négation de la démocratie, parce que malheureusement, M. Macron ne donne pas le pouvoir à l'opposition, ce qui aurait dû être fait après ces 2 défaites aux législatives. Je parle de la première présidentielle, où il n'a pas eu la majorité absolue, et la seconde après sa dissolution. Donc le président a dit quoi ? Il dit simplement on ne coupe pas la communication. Par contre, c'est bien parce qu'il y a quelques néologismes qui sont sortis. L'analphabétisme, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est les gens qui ne sont pas tellement cultivés. Je le répète tout le temps, l'extrême droite est très, très, très minable sur un plan intellectuel. J'ai parlé de Le Pen parce que j'ai eu l'occasion de faire un débat il y a 15 ans avec elle où je l'ai déjà trouvée très faible. Elle est largement moins bonne que son père qui n'était pas non plus lumière. Mais surtout une façon de présenter les choses de façon caricaturale. Alors il faut déjà battre en brèche un mensonge qui est véhiculé par l'extrême droite et qui commence à suinter dans la société française. Il commence à y croire. L'idée selon laquelle les Algériens, d'ici en l'occurrence, seraient des haineux de la France et des Français. Alors, il n'y a aucune haine, et je le dis et le témoigne parce que j'y vais, des Français. Les Français, quand ils arrivent en Algérie, sont très très bien reçus. Ils sont reçus de façon chaleureuse parce qu'ils sont reçus comme n'importe quel touriste, pas plus qu'un autre, pas moins qu'un autre. Les Algériens sont très ouverts là-dessus. Et les Français ne sont pas considérés comme des colons. Ce que l'Algérie déteste, c'était la colonisation, le colonialisme et les barbares coloniaux qui étaient là, qui étaient d'ailleurs très peu français. Il faut se rappeler qu'ils venaient de partout sauf de France. Je ne parle pas de l'armée, je parle des populations qui ont infesté le territoire. Et je dis bien infesté le territoire. D'accord ? Parce que la colonisation n'est jamais bonne. Et donc, de dire que les Algériens détestent les Français, c'est faire croire qu'on essentialise. On dit le français par essence, donc l'être humain français est mauvais. Non. Ce qui est mauvais, c'est la politique française. Et il faut le répéter haut et fort, aujourd'hui, la politique française est très mauvaise. Elle est mal vue partout en Afrique, elle est tournée en ridicule au Moyen-Orient. On a vu ce qui s'est passé avec les 2 gendarmes qui ont été humiliés par Israël. Et on parle d'humiliation. Et là où il faut remettre effectivement les pendules à l'heure, qui peut considérer avoir été humilié ? Les Turcs, par exemple, M. Erdogan a dit que M. Macron était un fou. Est-ce que c'est pas humiliant, ça ? Est-ce que les Algériens ont utilisé un terme injurieux ? Jamais. Ni l'État, ni les médias. Est-ce que de dire que, par exemple, on n'est pas d'accord pour récupérer un OQTF et la justice française a dit « vous n'avez pas respecté le droit », c'est-à-dire qu'ils ont donné raison aux Algériens a posteriori, était une action normale et légitime ? Oui, on a le droit de refuser quelqu'un qui n'a pas été entendu par la justice et pour lequel il n'y a pas de condamnation. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, la prise de position du président est intéressante dans la mesure où elle remet la balle au centre. Elle dit voilà, nous ne sommes pas fermer la communication, mais il va falloir revoir un petit peu votre copie et relever un peu le débat. Et ne plus laisser parler des agents d'extrême droite. Et j'ose le terme extrême droite, le Premier ministre n'est pas d'extrême droite, mais son ministre de l'Intérieur est un agent d'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'une fois, elle a sorti un mot extrêmement grave qui relève du nazisme, je le répète. Et là, je pèse mes mots. Il a dit qu'en parlant de nous, les immigrés de France, nous sommes en régression sur un plan idéologique et sur un plan ethnique. Une régression ethnique, vous imaginez ce que ça veut dire ? On est dans le racisme scientifique du 19e siècle. Eh bien cet homme-là n'a pas été condamné pour ça, sauf que les propos sont éminemment racistes et il va plus loin encore. Dès qu'il est mis dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur, la première prise de parole c'est pour dire quoi ? Pour parler d'un phénomène marginal, les accords de 68. Juste pour attaquer l'Algérie. Il n'a qu'un angle et c'est celui-ci, il l'utilise. Donc il faut se poser les bonnes questions. Et que cet homme est légitime ? Non. Il a été placé alors que c'est pas lui qui aurait dû avoir le pouvoir. Je rappelle que c'est l'opposition qui a gagné. Puis surtout, au nom de quoi parle-t-il de cette façon ? Il est ministre de l'Intérieur qui s'occupe des questions internes. Et donc là, aujourd'hui, s'il y a un problème en France, il existe réellement. Pas en Algérie, parce qu'une fois que la révolution est passée, les Algériens n'ont pas la haine de la France, c'est faux. Une fois que la barbarie coloniale part, on n'en parle plus. Ça se passe très bien en Algérie. Mais en France, par contre, nous qui y vivons, on est traités comme du bétail. Je ne parle pas par tous les Français, évidemment, mais par la police, par exemple, très souvent, par les institutions. Là, on a un problème. On est mal vu. On est toujours stigmatisé, montré du doigt. On a été parqué dans des cités délaissées pendant 40 ans. Eh bien, ça a créé un ressenti qui est réel et qui fait qu'effectivement, les Algériens de France ont une colère vis-à-vis de ce pays qui est le leur, en plus. Il faut le rappeler. Donc, ils sont à la fois Algériens et Français. Ça, c'est des questions qui se posent, mais il faut un petit peu mettre du calme dans le débat, à savoir, on a un homme politique, M. Macron, qui malheureusement, alors qu'il était intéressant au démarrage, est pris en otage par cette pression d'extrême droite, qui essaie de faire des choses, on le sait,
Et c'est là où le président a eu l'intelligence de dire on doit continuer à communiquer, parce qu'il aimait beaucoup M. Macron et que je crois qu'il a raison d'aimer ce personnage-là sur ce plan-là, mais qu'il va falloir qu'il se départisse un peu de ces racailles d'extrême droite qui cherchent à détruire la relation franco-algérienne. D'ailleurs, on se réfère toujours aux propos tenus par le président de la République. Je préserve et je maintiens le cheveu de Mouawiya, justement. Par peur de tomber dans la séparation qui deviendrait d'ailleurs irréparable. Hein. C'est le propos tenu par le président de la République. Mais en même temps, il y a aussi cette déclaration qu'il faut retenir. Je reviens à vos propos d'ailleurs. Je n'insulterai jamais la France car je fais la part des choses entre les Français et cette tendance extrémiste qui s'enlise d'ailleurs dans les travers d'une politique française nostalgique d'une époque révolue à tout jamais. Tout à fait. Allez. Je pense que les réponses du président à la fois étaient claires, mais il met les points sur les i définitivement. Il dit que maintenant, il faut que le président français bouge, il faut qu'il prenne des décisions. C'est vrai, il est condamné dans un blocage institutionnel, et la majorité ne lui appartient plus, le gouvernement souffre, le pays vit une crise économique, son président un problème en matière de budget qui risque de ne pas passer à l'Assemblée. Macron, c'est tout ça, c'est toute cette situation de blocage qu'il vit. Mais il est condamné à gérer les tendances de l'extrême droite qui lui imposent des choses que Macron n'adopte pas. Au début, Macron s'est présenté comme le président réconciliateur, le président qui a proposé qui a condamné la colonisation. Comment aujourd'hui il condamne la colonisation et puis aujourd'hui on trouve un ministre de l'Intérieur qui glorifie son ministre de l'Intérieur qui glorifie un fait révolu, un fait qui n'a pas de place dans la politique internationale d'aujourd'hui. Je pense que les propos du président, il donne une sorte de délai au président français pour prendre des décisions et revenir à la normale, à la situation normale entre la relation dans les relations algéro-françaises qui sont à l'origine des relations apaisées, des relations de coopération et de partenariat. Avec l'extrême droite, on se dirige vers une situation, peut-être elle sera désastreuse pour les Français beaucoup plus, mais aussi pour l'Algérie. C'est pour ça que le président a laissé toujours cette porte de sortie au président Macron en l'incitant à revoir ses copies. Voilà. Il y a des vérités, donc, des contre-vérités à battre en brèche et des vérités à rétablir. Monsieur Habina, vous citiez l'exemple des accords, de la révision des accords de 68, alors que s'il s'agit d'accords qui ont été révisés à trois reprises, et d'ailleurs qui étaient au profit de la France, faut-il le rappeler. Il y a aussi la question de la dette présumée de l'Algérie à l'égard de la sécurité sociale française pour les soins en France, et là aussi, chiffres à l'appui, le président de la République a démenti toutes ces allégations. Oui, je veux répliquer ici. L'information a été donnée par le ministre français lui-même de la Justice devant l'Assemblée. De la santé, ouais. Il a remis à leur place les députés de l'extrême droite qui ont avancé cette rumeur de dette impayée de l'Algérie auprès des hôpitaux français, alors qu'il ne s'agit que de 2,5 millions d'euros. C'est insignifiant en matière de collaboration entre des institutions de deux pays. Ce qui est juge l'extrême droite qui est beaucoup plus dans la fomentation de conflits, dans la provocation, dans le mensonge et la propagande et les fake news. Je pense que le fait d'être jugé par un ministre de la République française, normalement l'extrême droite doit se taire à jamais et elle doit présenter ses excuses à l'Algérie, parce que c'est pas par les mensonges qu'on force les gens à croire que dire ce qu'ils disent est vérité, ce que nous disons nous est mensonge. L'Algérie de 2019 à 2020, de 2009 à 2019 a payé 93 millions d'euros aux hôpitaux français.
Et de 2020 à 2024, elle a payé 32. Et il ne reste que 2,5. Et ça, c'est le ministre de la Santé français qui le dit. Et à propos de dette, justement, il a été également question de la dette au développement, une autre contre-vérité, justement, avancée par les autorités françaises. Je pense que l'argument le plus convaincant est la situation actuelle de l'économie algérienne avec ses réserves de change et son plan de développement, son plan d'aide justement à l'Afrique et également cette dette qui a été annulée, je crois, à 12 ou à 15 pays africains de l'ordre d'un milliard 400 millions de dollars, si ma mémoire est bonne. C'est ça, absolument. Il y a déjà un aspect, il y a plusieurs aspects que je vais rapprocher importants. Premier aspect, c'est ce côté crasseux de l'extrême droite et de la droite, parce qu'il y a une droite bien sale aussi qui est dans la manœuvre, à savoir l'Algérie ne paie pas ses factures d'hôpital. Mais si c'est pas une honte, ça, que sont ces mendiants qui osent dire un truc aussi sale? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de dire les Algériens au niveau individuel grattent les services sociaux, c'est comme ça que c'est dit en France. Ils vivent sous les services sociaux. Ils ne travaillent pas. C'est ça l'idée de se dire on est des mendiants. Et que l'État algérien, lui aussi, n'est pas capable de payer ses dettes au niveau du social. Donc d'un côté la CAF, de l'autre côté les hôpitaux. C'est une façon de salir et de dégrader le pays, alors qu'en réalité on paye rubis sur l'ongle parce qu'on a largement les moyens de payer et de loin. Deuxième aspect, sur la question de cette aide ridicule au développement. D'abord, il faut être un peu sérieux. D'abord, les mensonges proférés par Sarah Knafo, d'origine maghrébine, je le rappelle, elle est marocaine et elle était qu'un Algérien d'origine aussi. 2 juifs maghrébins honteux, qui ont honte de leur origine, qui se prennent pour les Français. Très bien. Bien, on va jusqu'au bout de la logique. Elle prétend qu'il y aurait eu 800 millions de dollars par an. Ce mensonge, c'est 120 millions. Mais ce n'est pas 120 millions d'aide de développement, c'est 120 millions qui est redistribué à leurs propres établissements scolaires. Donc c'est de l'aide au développement de la langue française. En aucun cas pour développer un pays. Et depuis quand 120 millions font la différence dans un pays qui est capable d'investir 1 milliard pour aider le développement des pays africains? Dans un pays qui a plus de presque 80 milliards de dollars de réserves de change, qui n'a pas de dette. Dans un pays dont l'excédent commercial chronique est permanent tous les ans, avec plus de presque 100 milliards maintenant de revenus annuels, si on mélange tous les revenus qui soient officiels ou officieux, puisqu'il y a aussi les transferts des capitaux de la diaspora. Comment on peut parler d'aide de développement avec un montant aussi marginal et ridicule? Même le montant est abyssal et stupide. De dire ça, c'est une façon de dire ces mendiants ont besoin de 120 millions. Mais 120 millions, on construit quoi? Un hôpital avec? Même pas. Donc ça, c'est encore une façon de dire la France est généreuse, ce qui est faux. Elle est généreuse avec elle-même. La France investit 1 euro, elle va récupérer 2. C'est comme ça que ça fonctionne. On est un pays capitaliste. Donc ça, c'est une façon aussi de réduire l'Algérie à un état de mendicité. Alors, ce n'est pas le cas. Et j'ai envie de dire simplement, rappelons quand même, on va inverser. Mais qui aide qui aujourd'hui? Je veux dire, quand le groupe Cévital va sauver Brandt en France et sauver des salariés, c'est lui qui aide. Quand les Algériens envoient 15 000 médecins en France formés par l'argent de l'Algérie, c'est l'Algérie qui aide les hôpitaux français, pas le contraire. Quand les Français bénéficient de l'argent généreux de certains hommes algériens qui viennent se faire soigner en France, c'est la France qui bénéficie de l'argent algérien et pas le contraire. J'ai envie de dire simplement que pour sortir de ces discours ridicules, d'abord, il ne faut pas tenir compte des propos d'extrême droite. Ils ne sont pas intelligents, ce sont des gens très limités intellectuellement. J'ai eu très souvent l'occasion de les affronter sur les plateaux TV. Je les atomise systématiquement parce que leur mensonge est grossier. Mais ils parlent à destination de personnes qui veulent croire ces mensonges. Or, il n'y a pire aveugle que celui qui refuse de voir la vérité en face. La vérité, c'est que la France a 120% de dette extérieure, elle dépend de l'étranger. Voilà la vérité. La vérité, c'est que la France a 120% par rapport à sa capacité à créer de la richesse totale du pays. Ce n'est pas ses revenus. Les revenus, c'est 300 milliards. La richesse totale, c'est à peu près 2900 milliards. Donc ça signifie que la France a plus de dettes que les créations de richesses sur tout le pays. Quand un pays est dans une situation comme celle-là, il est difficile de jouer le donneur de leçons ou le donneur d'argent. Ce ne sont pas des argentiers, ils ne donnent plus d'argent, ils en réclament. Donc il faut vraiment inverser la vapeur. Si aujourd'hui un pays peut réclamer de l'argent à un autre pays, c'est bien la France. Il y aurait peut-être besoin du soutien de l'Algérie. Donc moi j'ai envie de dire simplement que pour avoir une synergie de 2 pays qui se font face, ils sont séparés que par un bras de mer, eh bien il faut d'abord être respectueux et ensuite rétablir les rapports de force économique. La France est dépendante des énergies algériennes, elle est dépendante des cadres algériens qui arrivent, elle est dépendante effectivement des investissements algériens qui arrivent aussi, c'est vrai, parce que les investissements français en Algérie sont marginaux malheureusement, on peut le déplorer, et la France aurait tout intérêt à faire ces investissements croisés qu'on appelait à l'époque la colocalisation, création de richesses des 2 côtés de la Méditerranée pour tirer un bénéfice pour les 2 pays et éventuellement avoir un marché africain qui serait ouvert aux Français et aux Algériens. Ça, c'est une logique qui irait dans la bonne direction, mais les Français ne le font pas. Très bien, puisque vous l'évoquiez, le chapitre énergie, très important. Pour en parler avec nous depuis Paris, Lara Chigro, expert en énergie. Monsieur Lara, bonjour. Oui.
On l'évoquait, le président de la République évoquait également l'aspect énergétique. Monsieur Labina avançait et développait tous les arguments en possession de l'Algérie dans cette relation algéro-française. Comment expliquez-vous peut-être ce qui semble comme une cécité politique de la part des autorités françaises? Moi, je pense, j'ai cette précision, j'espère en géopolitique nord-africaine, donc ça touche à l'énergie, ça touche à beaucoup de choses, mais c'est secondaire. Le plus important dans les relations franco-algériennes, c'est que la France a toujours fait, ou les intellectuels français, extrême droite, ou la droite, ou la gauche, ont toujours tenté d'orienter la question ou le débat sur des aspects formels, c'est-à-dire la fièvre en quelque sorte, sans aborder la question fondamentale. Le rapport de la France à l'Algérie ou de l'Algérie à la France est un rapport qui porte d'abord sur les conséquences de l'occupation. Les conséquences de l'occupation, l'Algérie... Allô? Je vous entends très bien, monsieur Gekalouche. Oui, donc l'Algérie, fondamentalement parlant, a subi un traumatisme absolu, qu'on peut appeler en termes juridiques un génocide. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Un génocide, c'est la destruction de sa centralité, de son État. Parce qu'avant 1830, il y avait un État qui dominait la Méditerranée, qu'on cherche par tous les moyens à effacer, à inventer des histoires, à dormir debout, du type l'Ouest appartient aux voisins de l'Ouest et l'Est appartient je ne sais pas à qui. Donc fondamentalement c'est ça véritablement le problème. Le reste découle de ça. Par exemple aujourd'hui, les attaques virulentes, organisées de l'extrême droite parlementaire, représentée, c'est-à-dire pas l'extrême droite dans le rue, ça c'est secondaire, ça touche les populations, ou surtout les ressortissants algériens en France. Mais, je vous donne une série d'exemples. Quand l'Algérie a abordé le nombre des victimes de l'occupation, c'est la première fois que le président Tebboune avait annoncé un chiffre qui était un chiffre fondateur, 5 600 000. Eux, ils étaient un peu choqués parce par ce chiffre-là, on dit l'histoire avec la France a commencé en 1830, pas en 54. Oui, en 54, 1,5 million de Chouhada Birhamon, c'est une étape. Deuxième chose, par exemple, dans le domaine de la coopération. Oui, s'il y a une coopération, le problème remonte bien sûr aux essais nucléaires. Les nucléaires, c'est vous profitez de l'énergie, vous profitez de la puissance nucléaire, et l'Algérie récolte les déchets. Et si vous prenez cette image-là, vous l'appliquez sur tous les domaines, la France a eu la puissance, a eu, comme on dit, le bonheur, et l'Algérie a récupéré les déchets. A récupéré les déchets d'une occupation violente, qui n'est même pas... Il parle de rente mémorielle. Mais quelle rente mémorielle? Il n'y a pas de rente mémorielle. Il y a une partie du peuple algérien qui a été décimée. Je donne un chiffre, hein, par les chiffres publiés par l'Institut de développement démographique, par l'INSEE, donc l'Institut des statistiques, par beaucoup d'organismes français. L'Algérie, au début de l'occupation, était peuplée de 3 millions d'habitants. Et le lendemain, on se trouve à 2 millions. Vous imaginez un tiers de la population décimée. Et donc, il n'y a aucun exemple dans le monde, y compris le génocide arménien, aucun exemple dans le monde qui montre qu'il y a un tiers de la population qui a été décimée. C'est le cas algérien. Et ici, l'Algérie officielle parle, l'État parle, ça devient un problème très 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 grave. On parle l'insulte, l'injure, la négation et surtout la négation. La négation c'est pas la négation
des revendications algériennes ou des demandes algériennes ou des requêtes algériennes. Non, non, la négation de l'histoire d'Algérie. L'Algérie n'a jamais existé, après eux. Moi, j'ai publié 4 livres sur cette question-là. L'Algérie était la principale puissance dans le monde à cette époque-là. Et bien sûr, on complotait pour détruire cet État. Ça me rappelle beaucoup d'États aujourd'hui qu'on cherche à détruire. Et bien sûr, on vous invente des histoires de voisinage avec le voisin de l'Ouest. On vous invente des problèmes au Sud, donc le terrorisme dans le Sahel. On vous invente un problème de l'immigration. Parlons de l'immigration, parlons des ressortissants algériens en France. Et vous le savez, 10% du corps médical français du très haut niveau, au rang de chef de service, professeur, c'est des Algériens. À peu près 15% l'encadrement technique dans le domaine de l'énergie, par exemple, Gaz de France, Électricité de France, dans le domaine de l'électricité, c'est des Algériens. C'est des Algériens pour une raison ou une autre, parce qu'il y a une partie de la vie, comme on dit, du destin entre guillemets commun. Les Algériens étaient contraints de rester en France pour une raison très très simple. Puis la machine a été organisée pour ramener l'élite ou les meilleurs cadres algériens. Et donc vous dites que la dette algérienne des prestations sociales médicales allait de telles... Justement, monsieur Chegro, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je vous invite à rester avec nous pour évoquer par la suite certainement les enjeux énergétiques justement au plan notamment continental. Vous nous aviez justement fait la prêche pour évoquer la question mémorielle justement, une question qui a été évoquée par le président de la République, notamment concernant les essais ou les crimes nucléaires perpétrés par la France coloniale dans le sud algérien. Il appelle à assumer aujourd'hui ses responsabilités en termes de décontamination et même en termes de restitution des cartes concernant les enfouissements, par exemple. Monsieur Samir. Je disais tout à l'heure que l'interview est considérée comme une feuille de route, des relations, ou plutôt des futures relations bilatérales entre les deux pays. L'une des questions principales de ces relations, quelque part perturbées, notamment par l'extrême droite française, c'est la question de la décontamination, la question historique et mémoriale, et notamment la question de la décontamination de certaines zones au sud algérien. Aujourd'hui, je pense que ce n'est que c'est la partie apparente de l'iceberg. Il y a énormément de problèmes à régler dans ce sens-là et dans ce stade-là. Je pense que le fait d'aborder cette question est considéré déjà comme un acquis et comme un atout majeur pour l'État algérien. Je pense que l'esprit principal de ce discours, de traitement des questions spécifiques à l'intérieur, c'est qu'il y a un changement radical de posture et de position. Aujourd'hui, je pense que l'État algérien, notamment le président Abdelmadjid Tebboune, en fait, il n'y a plus cette crainte ou cette peur d'aborder des questions sérieuses et profondes. Et je pense que je considère cette question comme les débuts d'une nouvelle ère de relations égal à égal et de relations plus ou moins en la faveur de l'Algérie par rapport à des questions qu'on considère jusqu'au jour d'aujourd'hui très sensibles et quelque part non manifestées. Et autre chapitre également évoqué par le président de la République, cette profondeur stratégique, la profondeur africaine de l'Algérie. Il y a eu de grands chamboulements ces derniers temps. La France-Afrique
agonisante déjà, je crois, elle a signé on a signé son décret de mort avec le retrait définitif de ses troupes du Tchad. Il y a eu même une déclaration qui a été lourde de sens du président tchadien il y a de cela quelques jours. Un contexte sahélo-saharien qui est très complexe également. L'Algérie a toujours prôné une vision et une stratégie pour résoudre les problèmes de ce ventre mou de l'Afrique, notamment avec cette philosophie et cette stratégie de deux parallèles, l'économique et le sécuritaire qui vont de pair. L'exemple malien d'ailleurs a été cité. Je crois que c'est un très bon exemple justement à prendre en considération. Monsieur Abida. Oui, je veux confier un truc. On avait fait un texte, le fils de Ali Boumedjel, donc Sami, qui était un ami malheureusement qui est décédé aujourd'hui, Allah rahmou. Voilà. On avait rédigé un texte qu'on avait envoyé à l'époque aux députés, un texte dans lequel on disait que la France aurait tout intérêt à travailler avec l'Algérie en bonne intelligence. À l'époque, on parlait de co-localisation, c'était un peu le discours de la gauche, pour faire en sorte qu'on ait une industrie dynamique des deux côtés, transfert de compétences, de qualité par rapport à la production industrielle, et surtout qu'on puisse ouvrir un marché africain, puisque les infrastructures existent avec la transsaharienne et toute la possibilité de pouvoir vendre massivement. Donc on proposait ça pour dire quoi ? Pour dire que l'intérêt de ces deux pays, c'est de faire en sorte qu'il y ait un développement économique accéléré et que ça profite à l'Afrique. Donc l'idée de l'électrification, par exemple, c'est une idée importante. Mais la problématique, c'est qu'entre-temps, il s'est passé Berkane, Takuba, enfin toutes ces opérations militaires qui étaient destinées à lutter contre les djihadistes, et ça a dégradé la relation avec la France qui était déjà très mauvaise. Et il se trouve que l'extrême droite voudrait faire croire, et la droite d'ailleurs, parce qu'il ne faut jamais oublier la droite dedans, il y a une droite qui est républicaine et propre, et il y a une droite qui est très sale, représentée par le courant Ciotti, dont on ne peut dire que du mal, puisqu'il n'est pas très intelligent non plus. Eh bien ces gens-là veulent faire croire qu'il y aurait une forme d'instrumentalisation des États africains, l'Algérie et le reste des pays sahéliens, dans une sorte de dynamique de diabolisation de la France. De dire les Français sont détestés parce qu'on encourage la population à les détester. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Parce qu'on prend le Mali, le Sénégal, ça arrive aussi, qui est une démocratie, le Niger, le Burkina, enfin tous ces pays-là, ont manifesté contre la présence militaire française, non pas des Français, mais des militaires. Les Français là-bas ne sont pas inquiétés, simplement parce qu'ils en ont marre de ce néocolonialisme économique et surtout militaire. Il faut quand même se rappeler, dans ces pays sahéliens, j'intervenais beaucoup dans les médias africains, que vous aviez des équipées françaises qui faisaient la loi, littéralement, et qui allaient d'un pays à l'autre comme s'ils prenaient le métro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, rien n'était interdit. Et ça a énervé les gens pour deux raisons. D'abord parce qu'ils n'étaient pas souverains chez eux, et ensuite parce que les résultats sur le plan de la lutte antiterroriste n'étaient pas au rendez-vous. Donc ça donnait le sentiment que le petit Africain, c'est une façon de se moquer, hein, évidemment, parce que je n'ai pas ce rapport-là, eh bien il n'est pas très malin. On peut lui faire n'importe quoi, de toute façon il ne sait pas se débrouiller, il sera incapable de faire une armée structurée. Les Russes sont arrivés, on remplit le vide, et étrangement les résultats sont plus probants. C'est-à-dire qu'on a équipé ces armées africaines, on s'est rendu compte que les combattants étaient solides, je parle des militaires africains, que ce soit les FAMA ou d'autres, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait peut-être plus de résultats. Donc je ne dis pas que c'est merveilleux, parce que la guerre est la pire des solutions, mais en même temps, ça a permis de nettoyer la place de la présence militaire française. Elle a été dégagée, il faut quand même voir ça, du Sénégal, c'est incroyable, du Mali, on savait, et du Burkina à la suite des coups de force, mais surtout d'un pays dans lequel M. Macron pensait qu'il était en bonne place, c'était le Tchad. Le Tchad qui traditionnellement était aidé par la France depuis Mitterrand à l'époque de la bande d'Aouzou contre la Libye. Eh bien ce Tchad-là a décidé de dire au revoir à la France alors que le président, enfin le fils d'Idriss Déby, a été placé, entre guillemets, adoubé par M. Macron. C'est vous dire l'échec. En vérité, il n'y a pas de détestation de la France en termes ethniques, évidemment. Il y a une détestation de la France en termes économiques, finalement, néocolonial, tout simplement, on peut le dire, et avec des présences militaires qui ne sont pas souhaitées là-bas. Donc il y a une forme d'émancipation, le monde a changé, le monde a bougé, il y a un retour de fracture est et ouest, sur d'autres logiques, on n'est plus sur l'anticommunisme évidemment, on est sur une logique de pays qui sont dirigistes sur le plan économique, mais qui en même temps redistribuent des richesses, je parle des pays à l'Est surtout, et l'ultralibéralisme occidental et américain. Et à la faveur de ce changement, effectivement, M. Macron n'a pas su prendre la balle au bon, n'a pas su gérer la situation, et l'Algérie serait pour lui un tremplin. Parce que si la France veut revenir et montrer qu'elle fait des efforts pour aider au développement et non pas pour piller les richesses de ces pays, tout est possible avec un partenaire solide comme l'Algérie. Ce qui a été d'ailleurs reconnu par les États-Unis. Vous me faites rappeler d'ailleurs la déclaration du général d'armée Michael, le commandement du commandement anglais, du commandement de l'Africom, justement, lors de sa dernière visite en Algérie, le leadership de l'Algérie qui serait bénéfique à toute la région. D'ailleurs, c'est une visite qui a été couronnée par la signature
signature, Ali, d'un mémorandum d'entente pour la coopération dans le domaine sécuritaire. D'ailleurs, en une semaine, avec les Américains, il y a eu une dynamique très intéressante. Oui, 3 événements en une semaine. Bon, il y avait la signature d'un mémorandum entre l'Algérie et l'Africom sur la coopération militaire. L'Africom qui est le commandement américain en Afrique. Vous savez, c'est pas uniquement une administration, mais c'est toute une armée qui est stationnée en Afrique, principalement en Afrique de l'Est. Alors, ça, c'est un grand pas. Ça veut dire quoi quand les États-Unis, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, la première communication avec un pays de la région se fait avec l'Algérie. C'est Rubio, il est connu pour à l'époque, quand il était sénateur, pour des propos offensifs contre l'Algérie. Mais quand il a été désigné secrétaire d'État, on l'a chargé de situation. Voilà, on l'a chargé de communiquer directement avec l'Algérie comme le premier pays d'Afrique avec lequel on prend contact. Pourquoi? Parce que l'Algérie se positionne comme un État pivot dans la région. C'est à l'Algérie de jouer le rôle. C'est 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est un pays énergétique, une puissance démographique, une puissance militaire, la 3e en Afrique. Alors tout ça fait de l'Algérie un État pivot, un interlocuteur incontournable dans la politique américaine, dans la région. Ça, c'est d'un côté pour la région. Pourquoi la région? La région est en ébullition. Il y a le Sahel et le terrorisme, des rapports de l'ONU qui parlent d'une flambée des actions terroristes dans cette région. À la base, il faut rappeler qu'à l'origine de cette situation, c'est toujours la France. C'est l'intervention militaire française en Libye en 2011. Bon, à l'initiative de la France. Après, il y avait de Sarkozy en personne, qui a conduit à l'échec de l'État libyen. Après, les mercenaires ont quitté la Libye pour le Mali. Et puis, on est devant la situation d'aujourd'hui, qui est la suite logique de toutes ces interventions. La France, après, elle a intervenu sur l'intervention Serval en 2013. Après, il y avait le prolongement avec l'intervention, la mission Barkhane. Aujourd'hui, la France est rejetée. Les soldats français pour chasser de tout le Sahel, y compris l'Afrique de l'Ouest, avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui est dans le même chemin. Tout ça laisse la région dans un vide. Et les États-Unis, je pense, selon mon humble avis, les États-Unis veulent miser sur l'Algérie pour jouer ce rôle de pacificateur de l'Afrique du Nord et de la région du Sahel. C'est l'Algérie qui va jouer l'équilibre et c'est l'Algérie qui va, en quelque sorte, garantir la paix et la sécurité dans cette région. C'est pourquoi la France, je pense qu'elle nous jalouse pour ce rôle, parce qu'avant, c'était elle qui le jouait. La France, actuellement, ce qu'elle fait, elle veut revenir à travers le Maroc, comme un agent par procuration qui va jouer le rôle des Français d'auparavant. C'est ce que les Français veulent maintenant, mais je pense que les Américains, ils ont bien compris la situation et ils ont choisi d'ores et déjà l'Algérie. Je crois qu'il y a aussi l'importance de rappeler les initiatives américaines telles que le Pan-Sahel ou Transaérien, justement, de lutte contre le terrorisme. Et là, le concours de l'Algérie a permis grandement aux États-Unis d'avoir une perception plus claire et plus objective des enjeux et de la gravité de la situation et même de l'option à prendre en termes de lutte antiterroriste dans la région, M. Abidin. Le changement de paradigme, il s'est fait en 2001. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, on savait que l'Algérie était seul au monde, il n'y avait personne qui l'a aidé, ils l'ont isolé. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, l'hydre terroriste qui était dénoncé par l'Algérie, par la Libye aussi, il ne faut pas l'oublier, ne faisait que augmenter. Pourquoi? Parce que l'idéologie qui est née en Arabie, rappelons-le aussi, quand même, c'est intéressant. Arabie, qui est un pays allié des États-Unis, ils ont joué avec le feu, qui s'est répandu en Afghanistan, a créé des conditions, effectivement, de diffusion massive de cette idéologie qui était soutenue par des pétrodollars. Donc aujourd'hui, effectivement, les Américains, depuis le 11 septembre, se sont rendus compte que l'Algérie était finalement un pays qui avait une expertise dans le domaine du contre-terrorisme, de la contre-insurrection, et surtout une expertise dans le domaine de la sécurité. Et ils se sont dit, mieux vaut parier sur un pays qui est solide, effectivement, c'était dit, 3e armée d'Afrique, un pays qui est solide économiquement aujourd'hui, on le sait, et un pays qui est en mesure de pouvoir répondre aux attentes de stabilité. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui. Traditionnellement, depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tout fait pour démanteler les empires coloniaux. Donc la France, on peut dire qu'elle s'est faite savonner la France par l'Amérique en 1954. Les Américains étaient favorables à l'indépendance algérienne, et on le sait que Kennedy était le premier à l'avoir dit. Et aujourd'hui, encore une fois, l'Amérique de Trump, qui est une Amérique qui est très pragmatique, se dit
Puisque les Français sont en difficulté, eh bien on les écarte et on va collaborer avec des pays solides et montrer que nous sommes, nous, de bons partenaires. Parce que le danger vient de l'Est, il vient des Russes, on sait qu'ils sont déjà présents, il vient des Turcs aussi, il vient des Chinois sur le plan économique, et les Américains commencent à voir ce danger arriver et préfèrent se prépositionner. Les Français n'étant plus solides et n'ayant plus les capacités de faire face à l'envoi de troupes importantes, de toute façon ils ne sont plus en mesure de le faire, et bien les Américains prennent la place. Voilà, donc l'énergie, on était dans l'économique, dans la portée stratégique. Ali, nous parlions avant de rentrer justement au studio de cette dimension énergétique, dans cette coopération aussi, dans cette nouvelle vision entre l'Algérie et les États-Unis. Nous allons tenter de contacter une nouvelle fois Monsieur Lara Chegrouche depuis Paris. Est-ce que Monsieur Lara Chegrouche est avec nous depuis Paris? Monsieur Lara Chegrouche, que nous allons retrouver un peu plus tard dans cette émission spéciale. Monsieur Chegrouche, rebonjour. Je vous écoute. Alors, vous avez été très exhaustif, je l'avoue, sur le plan mémoriel, sur le plan économique, mais il y a aussi, vous nous aviez fait la promesse de revenir également sur la portée stratégique et les enjeux énergétiques au plan continental. Continentale et internationale. La question énergétique de l'Algérie, c'est un des géants de l'énergie. Il y a quoi? Il y a la Russie, il y a la Norvège au nord, et il y a l'Iran, l'Arabie Saoudite à l'est, et il y a l'Algérie pour le reste. L'Algérie a foncé depuis des années et des années sa position dans cet échiquier énergétique international. Ils ont commencé, c'est un pays innovateur. L'Algérie a commencé par les usines du GNL. Et aujourd'hui, le pays annonce le deuil pour l'ancien ministre et l'ancien PDG de Sonatrach, Ahmed Orzadi. Et c'était un des artisans de cette stratégie. Elle a été complétée chaque fois et avec le président Tebboune, lui a donné une dimension, à mon sens, je précise des mots, une dimension stratégique, ça signifie une dimension de puissance. L'Algérie est une puissance. L'Algérie n'est pas un simple pays qui exporte quelques mètres cubes de gaz ou quelques barils de pétrole. Non. L'Algérie a pensé à un système, donc, d'une flotte de GNL pour inonder le monde. On exporte vers le Japon, vers beaucoup d'autres pays, vers l'Amérique, vers l'Europe, bien sûr, particulièrement la France, la Belgique, à partir de Zébris, à partir de Montoire en France. Deuxième élément important et stratégique, et c'est là où comme on dit, la qualité, la rigueur de la gestion stratégique algérienne, c'est tout le système de transmettre, donc des tuyaux qui vont jusqu'en Italie, autour de 31, 32 milliards de mètres cubes. Et à partir de là, ça a créé une entente stratégique avec l'Italie. Si les choses se développent très, 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 très bien c'est grâce à ça. Grâce à ce système de transport de gaz qui déborde de l'Italie. Des projets visent la Slovénie, visent même le sud de l'Allemagne. Troisième élément important, et là où il y a les enjeux de conflits ou de tensions déjà internationales, c'est le système de transport qui vient de Nigeria. Et on l'appelle le gazoduc transsaharien. Transsaharien, c'est un système qui remonte aux années 70 et ça a été toujours saboté, retardé. Et cette fois-ci, les choses vont très, 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 très vite. C'est-à-dire qu'avec les décideurs algériens, avec l'autorité algérienne cette fois-ci, ils prennent la peine de réaliser les choses. C'est pareil pour la mine de fer de Djebel Jubilet. On parle depuis des décennies et des décennies, et cette fois-ci, les choses avancent. D'un coup, les choses avancent. Parce qu'il y a
c'est pas parce qu'il n'y a pas de volonté avant. Non, la volonté a été toujours. Cette fois, c'est parce que l'Algérie est devenue de plus en plus mûre, mature, qui dispose des moyens de stratégie pour réaliser ces projets. Le premier moyen de stratégie, c'est la paix sociale. Deuxième moyen stratégique, c'est la paix stratégique autour de l'Algérie. L'Algérie est une puissance militaire qui peut imposer la paix autour d'elle, autour de ses frontières. Et il a absolument raison. La preuve, le Grand Sahara, 4 fois, je laisse le Nord un peu. Le Sahara, c'est 4 fois et demi la France, et c'est un espace de paix, de développement. Et les Américains le savent, les Chinois le savent, les Russes le savent, et les Français le savent, mais ils ne veulent pas le reconnaître. C'est ça le vrai problème. C'est pas que les Français ne le savent pas, ils le savent. Et savent que l'Algérie est une puissance. Je dis pas, moi, je ne m'inscris pas dans les catégories pays émergents ou pas émergents. Non, pour moi, il y a des pays, il y a des puissances où il y a des États supplétifs. Il y a des États qui tournent autour, qui gravitent autour des satellites. L'Algérie peut constituer, et elle veut constituer un pôle de puissance stratégique. Dans le domaine de l'énergie particulièrement, le tuyau qui passe avec 30 milliards de mètres cubes de gaz du Nigeria par le Niger via Hassermel, qui permet à Hassermel d'être un pôle, d'être un hub, un pôle d'exportation de richesse, ça gêne beaucoup ceux qui ne veulent pas que l'Algérie soit une puissance, en particulier le Maroc et puis bien sûr la France qui est derrière le Maroc. Deuxième, la même chose pour les minéraux ou les terres rares. L'Algérie est un poumon de richesse. Et donc, on constitue des pôles autour soit à l'est autour de Annaba, à l'ouest autour d'Oran, et ça permet au pays de renouer avec sa puissance historique méditerranéenne. C'est-à-dire que l'Algérie, je vous donne un exemple simple. George Washington disait, celui qui contrôle 100 km en Méditerranée contrôle le monde. Et notre pays contrôle 1200 km. Donc pourquoi il nous contrôle? Et aujourd'hui, bien sûr, les Algériens le savent. Ils savent, il ne faut pas minimiser. Le savent et bien sûr, il faut mobiliser les compétences pour permettre au pays d'être un pôle d'excellence, de développement, de prospérité autour de ce qu'on a, ou de ce qu'on fait, ou de ce qu'on sait faire. L'énergie, les mines, prenez par exemple le complexe de phosphate qui peut relier 4-5 mines à l'est autour de Tébessa, Djibelang, le fer autour de Boukatra, Luanza, et bien sûr l'ouest autour de Djibilet et beaucoup d'autres mines et richesses. C'est pas un pays pauvre. C'est un pays qui veut devenir, et ça c'est là où ça gêne l'extrême droite pour revenir à l'élément, au débat précédent. C'est-à-dire que l'Algérie, post-indépendante, est devenue une grande puissance. Justement, Monsieur Larache-Grouch, vous l'évoquiez, vous avez parlé de pôle de sécurité stratégique, l'Algérie qui renforce cette option de présence stratégique. D'ailleurs, je veux comme preuve, Ali, le dernier appel téléphonique dès l'intronisation du président américain Trump, un appel téléphonique du plus haut gradé de l'armée américaine. C'était avant-hier un appel, le vice-ministre le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée, le général d'armée Saïd Chengueleha, qui a reçu un appel téléphonique depuis Washington du général, du chef d'état-major interarmée des États-Unis. C'est exactement le président du comité des chefs d'état-major interarmée des États-Unis, le général d'armée Charles Brown. Ils ont abordé des questions d'intérêt commun et le renforcement de la coopération bilatérale. Je disais tout à l'heure que ce rapprochement qui intervient
algériens, au début même du mandat du président républicain Donald Trump, ça veut dire, c'est une preuve que les États-Unis ont désormais, ils ont fait leur choix pour la région de l'Afrique du Nord et du Sahel. C'est l'Algérie qui est le partenaire fiable, qui est l'État pivot, qui peut être à la hauteur de ce statut d'un État qui dirige toute une région. Et nous restons en Afrique pour évoquer la question sahraoui, qui est avec la question palestinienne, des questions centrales. Il s'agit d'une constante de la politique étrangère algérienne, défendre les causes justes et les causes nobles, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a eu une déclaration qui a été rappelée d'ailleurs par le président de la République à l'adresse du président français Macron, après que celui-ci ait déclaré vouloir justement reconnaître ce plan présumé d'autonomie ou de marocanité du Sahara occidental. Monsieur Habina, votre avis? La différence entre le droit et puis le droit, enfin la force qui fait droit et le droit qui fait force, c'est que en l'occurrence, on part du principe, du moins du côté marocain, qu'ils ont eu la force pour eux et que cette force leur donne le droit. Mais c'est pas le droit international. Or Macron est un membre du Conseil de sécurité, un des 5 membres qui est fondateur, donc il est héritier de ça, il ne l'a pas créé. Et il n'a pas respecté le principe du droit qu'ils ont fondé eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est en contradiction avec les principes que la France a signés. Donc déjà, on commence par un truc qui ne va pas. Et son statut de membre permanent du Conseil de sécurité avec son veto, donc garant de l'application du droit international. Mais plus encore, le Conseil de sécurité, par définition, c'est un conseil qui a été créé pour garantir la sécurité du monde, donc les conflits soient éteints. Or, en l'occurrence, quand ce président français fait cette erreur, c'est une faute politique, il n'avait pas besoin de le faire. Il pouvait très bien aller au Maroc, signer des accords au corps, se mettre d'accord avec eux, se rapprocher, il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin. Or, il a été très loin parce que manifestement mal conseillé. Et le problème, c'est qu'il est en contradiction avec le droit international. Moi, j'ai un principe qui est très simple, et je pense que l'Algérie partage ce même principe, c'est de dire que si les Marocains disent que c'est le paradis à Dakhla, et qu'ils apportent le bonheur et la réussite, qu'ils fassent un référendum, puisqu'apparemment c'est le paradis. Et les Sahraouis seront marocains, puisque c'est le paradis. Mais si par contre il y a un doute sur le fait que certains ne sont pas d'accord et que la majorité pourrait ne pas l'emporter en faveur du Maroc, à ce moment-là, il y a un problème. Et là, on est dans le déni du droit. C'est-à-dire que le principe algérien, c'est de dire que les peuples doivent disposer de leur destin. On ne consulte pas les Sahraouis, c'est un tort de la part des Marocains. Moi, j'invite vraiment le Marocain à faire cet effort. Consultez-les. Demandez-leur s'ils veulent être marocains, s'ils veulent l'être qu'ils le soient, s'ils ne veulent pas l'être qu'ils ne le soient pas. C'est tout, ni plus ni moins. On n'est pas là pour s'insérer. C'est la position algérienne et c'est très bien. Et je pense que M. Macron a commis une faute politique qui va durer un certain temps. Les Espagnols l'ont fait pour d'autres raisons qui ne sont pas très claires d'ailleurs, on verra, parce que pour la Palestine, les Espagnols sont très bien. Mais le principe des peuples qui doivent disposer de leur destin est un principe qui est fondamental pour l'Algérie, qui est fondateur de l'État algérien et qui ne peut pas être discuté. Donc aujourd'hui, j'attends une évolution de la situation. La main est toujours tendue, on le sait. On espère que M. Macron reverra peut-être sa copie. Mais une chose est certaine, c'est quoi qu'il en soit, la question sahraoui ne sera réglée que politiquement. Il n'y a pas d'issue possible si c'est celle du référendum. D'ailleurs, la France, faut-il le rappeler, a souscrit justement aux résolutions onusiennes appelant à l'organisation d'un référendum d'autodétermination qui permettra au peuple sahraoui de décider de lui-même et de son sort. Une dernière question, on a évoqué notre entame pour ce journal, fut bien entendu l'interview du président de la République au journal L'Opinion. Il y a aussi cet impact international. Monsieur Samir. Exactement. Et il faut dire que cette interview a été largement relayée, rapportée, décortiquée, partagée par la presse internationale. Des conditions optimales étaient réunies pour la réussite, comme je disais tout à l'heure, de cette interview. À la fois, le fait de s'adresser à une presse, à la presse écrite, signifiait qu'on s'adresse à une couche intellectuelle, à des décideurs, au centre de décision. On sait très bien l'impact de la presse écrite à l'international. Et aussi, le timing choisi était fin du week-end universel et début de semaine ici en Algérie. Du coup, une pierre à deux coups. On a touché le public ici en Algérie, mais également à l'international. Et je disais tout à l'heure que même la terminologie choisie, les mots-clés choisis, notamment le fait de se référer au dialogue et au relationnel, à la positivisation de certaines
question et aussi de mettre au sein, plutôt de revenir sur des questions internationales qui sont si chères à l'Algérie, a fait que à la fin on peut qualifier cette interview comme l'un des clés de la réussite de la politique algérienne pour la diplomatie et la politique algérienne pour les débuts de 2025. Et parmi ces questions justement justes et si chères à l'Algérie, la question palestinienne, le propos était très clair, c'est l'octroi de tous les droits au peuple palestinien. Donc un État palestinien avec tous les fondements d'un État dans le sens propre et large du terme. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'espère que nous avons fait un tour global et riche de tous les aspects qui ont été évoqués par le président de la République lors de cet entretien accordé au journal français L'Opinion. Je rappelle que nous avons été honorés par la présence de M. Gamel Labina, politologue spécialiste des questions internationales, également M. Semir Adjoun, expert en communication, professeur à l'École supérieure de journalisme, et notre ami et collègue pour la coprésentation, Ali Kefsi. Merci à vous de nous avoir prêté attention et bien entendu avec nous depuis Paris au téléphone en direct, c'était professeur Lara Chegrouche, expert en énergie. Merci à tous et merci à vous de nous avoir prêté attention.